Un port conçu pour avaler 3 millions de barils par jour, et qui aujourd'hui peine à en faire transiter 800 000. Des quais démesurés, des grues immobiles, des bassins creusés à grands frais qui attendent des navires qui ne viennent plus. À Corpus Christi, au Texas, le silence n'a rien d'apaisant. C'est le silence d'une machine qu'on a laissé tourner à vide, pendant que quelque part, à des milliers de kilomètres de là, quelqu'un a discrètement débranché la prise. Et le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas qu'un client se soit détourné. C'est qu'il l'ait fait sans le moindre bruit, sans déclaration, sans rupture officielle. Comme si la Chine, premier importateur de brut au monde, avait simplement cessé de considérer les États-Unis comme un fournisseur pertinent. Pas de communiqué, pas de sommet de crise, pas de rupture diplomatique. Juste des commandes qui ne partent plus, des contrats qui ne se renouvellent pas, des cargaisons qui restent à quai. Comment un pays qui vantait sa domination énergétique retrouvée s'est-il retrouvé, en quelques mois, avec son plus grand débouché évaporé dans l'indifférence quasi générale des grandes chaînes d'information occidentales? C'est cette question qui va nous occuper aujourd'hui. Et je vous préviens tout de suite, plus nous allons creuser, plus les implications vont vous paraître vertigineuses. Restez jusqu'au bout, parce que ce qui se joue derrière ce silence portuaire touche directement à l'avenir du dollar, à l'équilibre géopolitique mondial, et probablement à votre portefeuille d'une manière que vous ne soupçonnez pas encore. Reprenons depuis le début, parce que cette histoire ne commence pas en 2025. Elle commence presque 10 ans plus tôt, quand Washington a fait un pari. Entre 2015 et 2023, plus de 25 milliards de dollars ont été injectés dans les infrastructures portuaires du golfe du Mexique. De nouveaux terminaux, des bassins approfondis pour accueillir des superpétroliers, des pipelines allongés jusqu'à la côte. L'objectif était limpide, faire des États-Unis le fournisseur incontournable de l'Asie, et en particulier de la Chine, cette économie insatiable dont la demande semblait ne devoir jamais faiblir. Sur le papier, la logique tenait parfaitement debout. Un marché en croissance constante, des contrats à long terme, une dépendance structurelle qui semblait garantie pour des décennies. Les analystes de Wall Street parlaient d'un axe énergétique transpacifique quasiment irréversible. Et puis, au milieu de l'année 2025, quelque chose s'est brisé. Pas progressivement, pas dans la douleur d'une négociation tendue. Non, les raffineurs chinois ont simplement arrêté de réserver des cargaisons américaines. Complètement. Reuters l'a documenté noir sur blanc. Même avec des rabais conséquents, même face aux tentatives désespérées de Washington pour retenir ne serait-ce qu'une fraction des volumes perdus, les barils américains étaient refusés. Et ce n'était même pas une question de prix. C'était une question d'architecture. La Chine avait déjà entièrement reconstruit son système d'approvisionnement autour de 3 piliers alternatifs. La Russie, l'Iran et le couple Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Des contrats signés pour des années, et surtout, écoutez bien ce détail, libellés en yuan. Pas un seul de ces accords ne transitait par le système bancaire américain. Ce n'était pas de la diversification prudente, c'était une opération chirurgicale, presque clinique, visant à extraire les États-Unis du système circulatoire énergétique chinois. Et l'ironie la plus amère, c'est que ce sont les Américains eux-mêmes qui avaient financé les infrastructures désormais condamnées à tourner à vide. C'est ici que les détails deviennent réellement inquiétants. Pendant que cette bascule silencieuse s'opérait, Washington regardait ailleurs, littéralement. Les priorités politiques du moment tournaient autour de polémiques sur les éoliennes accusées de tuer des oiseaux, de menaces tarifaires contre le Canada et le Mexique, de postures symboliques destinées à l'opinion intérieure. Pendant ce temps, à Pékin, on ne perdait pas une seconde. Le système de règlement en yuan se peaufinait. Les raffineries s'optimisaient pour traiter des bruts russes et moyen-orientaux dont la composition chimique diffère sensiblement du brut léger américain. Les routes maritimes se redessinaient autour de fournisseurs totalement indépendants de toute décision prise à Washington. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un ajustement temporaire, les chiffres qui suivent devraient vous faire reconsidérer cette hypothèse. Dès juillet 2025, l'Inde a emboîté le pas. De nouveaux accords avec Rosneft et avec Saudi Aramco ont eux aussi été indexés sur le yuan plutôt que sur le dollar. La Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie ont, l'une après l'autre, réajusté leurs mécanismes d'achat pour s'affranchir progressivement du billet vert. Et même le Vietnam, allié théorique des États-Unis sur le papier diplomatique, a entamé une révision de ses contrats
en s'alignant discrètement sur le modèle chinois. Rien de tout cela ne ressemblait à une guerre déclarée. C'était une réécriture silencieuse des règles du jeu. Le champ de bataille n'était plus fait de chars ni de missiles, mais de tableurs Excel dans lesquelles une case, celle réservée au dollar, se vidait méthodiquement, ligne après ligne. Pendant ce temps, sur le sol américain, les chiffres racontaient une toute autre histoire que celle que l'on servait à l'opinion publique. Les réservoirs de stockage sur la côte du Golfe étaient pleins, mais pas parce que la demande explosait. Ils étaient pleins parce que plus personne ne venait vider ce surplus. Le taux d'utilisation des terminaux exportateurs est tombé sous la barre des 60%. Corpus Christi, cette infrastructure titanesque bâtie pour acheminer 3 millions de barils quotidiens, en expédiait moins d'1 million. Ce n'est pas une variation de marché ordinaire. C'est, dans les faits, un rejet pur et simple. Et pourtant, l'administration présentait cette situation comme la preuve éclatante d'une indépendance énergétique retrouvée. Mais une question s'impose alors, implacable. Si toute la stratégie d'exportation reposait sur la Chine, que reste-t-il quand la Chine disparaît purement et simplement de l'équation? À la mi-2025, Bloomberg révélait que plus de 80% des importations pétrolières chinoises n'étaient déjà plus réglées en dollars. Retenez bien ce chiffre, parce qu'il n'est pas anodin. Chaque transaction de ce type représente non seulement un baril de pétrole vendu, mais aussi un dollar de moins qui transite par le système financier américain. Et chaque dollar qui échappe à ce système, c'est une fissure supplémentaire dans la capacité de Washington à surveiller les flux mondiaux, à imposer des sanctions, à étouffer un concurrent en coupant simplement l'accès aux circuits bancaires internationaux. L'Iran, sans surprise, a saisi cette opportunité à bras-le-corps. Les achats chinois de pétrole iranien ont bondi jusqu'à 1 800 000 barils par jour, soit près de 10 fois plus que ce que les États-Unis n'avaient jamais pu proposer à Pékin, même dans leurs meilleures années d'exportation. Une part considérable de ce commerce transitait par ce qu'on appelle la flotte fantôme, des pétroliers naviguant sous pavillon falsifié, appartenant à des sociétés écrans enregistrées dans des juridictions opaques, avec une documentation volontairement floue, conçue pour brouiller les pistes. Les sanctions occidentales n'étaient plus simplement contournées, elles étaient méthodiquement effacées de la carte. L'Iran vendait, la Chine achetait, et Washington ne pouvait plus que constater, impuissant, l'hémorragie de son influence. Mais, si l'Iran représente un défi, l'Arabie saoudite, elle, constitue une véritable révolution silencieuse. Saudi Aramco n'a pas seulement accepté des règlements en yuan. Le géant pétrolier a investi des milliards directement dans des raffineries chinoises. Ces co-entreprises signifient quelque chose de bien plus profond qu'un simple accord commercial. La Chine s'assure des approvisionnements sur le long terme, et l'Arabie saoudite obtient en retour un débouché garanti, structurel, presque inconditionnel. C'est un verrouillage stratégique mutuel, exactement le type d'arrangement que les États-Unis n'ont jamais su, ou jamais voulu, proposer à Riyad. Et en juillet 2025, la réserve stratégique chinoise a franchi un seuil symbolique. L'équivalent de 3 mois d'importation, un niveau supérieur aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie. 3 mois de tampon, entièrement constitués sans le moindre dollar impliqué dans la transaction. Il faut s'arrêter un instant sur ce point, parce qu'il est central. Pendant des décennies, l'Amérique a construit son discours autour de la sécurité énergétique. Mais en multipliant les sanctions et les barrières tarifaires, elle a, sans le vouloir, poussé ses propres clients vers des alternatives qu'elle avait elle-même rendues nécessaires. Aujourd'hui, Washington ne subit pas un boycott ostentatoire. C'est bien pire que cela. On le contourne, tout simplement, sans même y penser, comme on contourne un obstacle devenu inutile sur une route qu'on a redessinée ailleurs. Et quand on voit même l'Europe commencer à évoquer des délais de paiement allongés et des devises alternatives pour ses approvisionnements énergétiques, on ne parle plus d'un simple ajustement politique. On parle d'une sortie systémique, méthodique, presque irréversible. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces mouvements silencieux, abonnez-vous et laissez un like, parce que nous allons continuer à décortiquer chaque pièce de ce puzzle qui redessine littéralement la carte du pouvoir mondial. Revenons à la situation nord-américaine, parce que même les alliés historiques des États-Unis n'ont pas échappé à cette recomposition. Le Canada lui-même a redirigé une part significative de ses exportations vers l'Asie, en contournant délibérément les ports américains.
Reuters a documenté une chute de 40% du transit énergétique via les infrastructures américaines par rapport à l'année précédente. La raison est d'une simplicité déconcertante. L'imprévisibilité chronique de la politique tarifaire de Washington a fini par lasser même ses partenaires les plus proches. Résultat, l'Amérique s'est retrouvée avec des ports sous-exploités, des pipelines qui ne mènent plus nulle part en termes de rentabilité réelle, et un système de règlement financier que plus personne, ou presque, ne juge nécessaire d'utiliser. Les flux financiers empruntent désormais des détours, et avec eux, s'évapore le levier d'influence que ces flux représentaient autrefois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En août 2025, les données douanières chinoises ont révélé un chiffre qui a glacé plus d'un observateur. 0. Aucun pétrolier américain. Aucun baril. Aucun retard de livraison à signaler, puisqu'il n'y avait tout simplement plus de livraison du tout. Ce n'est pas une anomalie statistique, c'est une confirmation officielle, presque cérémoniale, de la fin d'une époque. S&P Global a constaté que même les raffineurs indépendants chinois, ceux qu'on appelle familièrement les teapots, avaient cessé d'enregistrer des commandes américaines. Ce n'est pas un boycott organisé depuis le sommet de l'État chinois. C'est un désintérêt devenu structurel, presque naturel, à tous les niveaux de la chaîne. Et au même moment, comme pour enfoncer le clou, les banques chinoises ont lancé un nouveau protocole de règlement international, permettant de payer directement l'énergie en yuan, en contournant totalement le système SWIFT et donc le dollar. Des tests étaient déjà en cours avec des banques iraniennes et émiraties, tandis que Saudi Aramco signait un accord pour établir une infrastructure de compensation financière à Shanghai. Ce ne sont pas des mesures provisoires, des ajustements techniques qu'on pourrait défaire du jour au lendemain. C'est la consolidation méthodique d'une alternative complète. Le marché ne s'est pas simplement éloigné des États-Unis. Il a évolué sans eux, comme un organisme qui trouve de nouvelles voies pour contourner un blocage devenu permanent. Et maintenant, la vraie question n'est plus de savoir pourquoi les États-Unis ont perdu la Chine. La vraie question, c'est celle-ci. Que se passera-t-il quand le reste du monde comprendra qu'il n'a plus besoin d'eux non plus? Le système sur lequel reposait l'empire pétrolier américain est en train de s'effriter sous nos yeux, morceau par morceau. Washington a longtemps considéré que le contrôle énergétique équivalait à une garantie de puissance, un moyen d'imposer ses conditions aussi bien à ses alliés qu'à ses adversaires. Mais en 2025, cette équation s'est brisée. Les pays qui, hier encore, regardaient vers le dollar et vers le système financier américain, construisent aujourd'hui leurs propres routes, leurs propres zones monétaires, leurs propres chaînes d'approvisionnement indépendantes. Ce ne sont pas des déclarations tapageuses, ce sont des pas discrets, méthodiques, qui transforment silencieusement le monde. Et la question qui devrait nous hanter tous, c'est celle-ci. Que se passera-t-il si demain le dollar cesse définitivement d'être le sang qui irrigue le commerce mondial? Qu'adviendra-t-il alors de ces ports, de ces pipelines, de ces milliards investis dans une infrastructure qui se révèle, jour après jour, de moins en moins nécessaire? L'Amérique s'est habituée à l'idée qu'elle pouvait toujours exercer une pression par les sanctions, limiter l'accès aux financements internationaux, menacer de couper l'accès au système SWIFT à quiconque oserait s'écarter de la ligne. Mais que se passe-t-il si toutes ces menaces se transforment progressivement en coquilles vides? Que se passe-t-il si les pays fatigués de subir cette pression permanente ont fini par trouver des failles, et qu'ils ont transformé ces failles en nouvelles règles du jeu à part entière? La Chine n'a pas simplement cessé d'acheter du pétrole américain. Elle a bâti une architecture entièrement nouvelle, une architecture dans laquelle les États-Unis sont devenus, tout simplement, superflus. Et le plus troublant, c'est que cette architecture attire méthodiquement tous les autres acteurs, l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Il ne s'agit plus de transactions isolées. Il s'agit d'un système cohérent, structuré, qui se déploie à l'échelle mondiale. Rappelez-vous combien on nous a répété que les États-Unis avaient enfin atteint leur indépendance énergétique, que les exportations de pétrole et de gaz allaient transformer le pays en acteur dominant incontesté. Mais quelle indépendance véritable quand votre principal acheteur tourne le dos à votre produit? Quelle puissance réelle quand vos propres tarifs douaniers et vos propres sanctions deviennent, malgré vous, le carburant qui alimente la création d'alternatives concurrentes? Posez-vous sincèrement la question. Qui sort réellement vainqueur de cette configuration? Celui qui érige des murs à tout va,
ou celui qui construit patiemment de nouvelles voies sur lesquelles ces murs deviennent tout simplement inopérants, contournés, obsolètes. Et voici le paradoxe le plus cruel de toute cette histoire. Les États-Unis se sont eux-mêmes enfermés dans leur propre piège. Les investissements colossaux dans les terminaux et les infrastructures portuaires avaient été pensés, calibrés, dimensionnés spécifiquement pour la Chine. Toute la logique reposait sur un postulat simple. Pékin serait éternellement affamé de pétrole, et cette faim garantirait indéfiniment la demande. Mais il s'est avéré que cette faim pouvait être satisfaite par d'autres voies, tout aussi efficaces, sinon davantage. La Russie a offert des approvisionnements à des prix compétitifs. L'Iran a proposé flexibilité et contournement méthodique des sanctions internationales. L'Arabie saoudite a verrouillé le marché grâce à des projets communs de long terme. Et la Chine, elle, a accompli le geste le plus décisif de tous. Elle a détaché ses règlements du dollar. C'est précisément là que se trouve l'arme véritable de ce conflit silencieux. Pas des missiles, pas des chars d'assaut, mais des contrats en papier et de nouveaux centres de compensation monétaire qui redessinent, discrètement mais sûrement, l'architecture financière du monde entier. Et si certains pensent encore que les États-Unis pourront rapidement reprendre leur position perdue, posons-nous une question simple mais dérangeante. Pourquoi l'Inde, plus grande démocratie du monde et partenaire stratégique historique de Washington, a-t-elle choisi de privilégier des contrats libellés en yuan? Pourquoi même le Vietnam, allié formel des États-Unis sur le papier, réoriente-t-il son système d'achat vers le modèle chinois? La réponse est d'une simplicité désarmante. Il ne s'agit pas uniquement de politique, il s'agit de prévisibilité. Quand un pays transforme le commerce international en un terrain de menaces permanentes et de guerres tarifaires improvisées, ses partenaires finissent inévitablement par chercher la stabilité ailleurs, là où les règles ne changent pas au gré d'une décision impulsive. Aujourd'hui, à Washington, on s'efforce de minimiser la situation, de faire croire que tout va bien, que l'Amérique saura se débrouiller seule. Mais y parviendra-t-elle réellement? Parce que le marché pétrolier n'est pas simplement une affaire de vente et de volume, c'est un système de flux monétaire, un mécanisme de contrôle sur les règlements internationaux, une capacité à couper, à tout moment, l'oxygène financier d'un concurrent gênant. Mais si les règlements se font désormais en yuan, si les routes commerciales se construisent sans passer par les ports américains, si les pétroliers ne font même plus escale au Texas, alors que reste-t-il vraiment? Du bruit médiatique, des déclarations rassurantes, et des entrepôts qui se vident lentement. C'est précisément pour cette raison que de nombreux analystes commencent à se poser une question redoutable. S'agit-il d'un simple accident temporaire ou du commencement d'une fin bien plus vaste? Élargissons encore la perspective, parce que ce qui se joue ne s'arrête pas à l'Asie. Regardons du côté de l'Europe. Déjà aujourd'hui, les grands raffineurs européens réclament des conditions plus souples, évoquent ouvertement la possibilité de règlements qui ne soient plus exclusivement libellés en dollars. L'Allemagne, la France, l'Italie, tous ces pays dépendent d'approvisionnements stables. Et si cette stabilité est aujourd'hui davantage garantie par les pays du Moyen-Orient et par l'Asie que par les circuits traditionnels transatlantiques, vers quel horizon les Européens finiront-ils par se tourner? Et si demain de grandes multinationales décidaient qu'il leur est tout simplement plus pratique de traiter directement avec des banques chinoises, en contournant l'intégralité du système financier américain? Ce n'est pas une hypothèse tirée par les cheveux. C'est un scénario déjà en train de se dessiner, timidement pour l'instant, mais avec une constance qui devrait inquiéter n'importe quel stratège à Washington. Sommes-nous réellement en train d'assister à la transformation d'un géant pétrolier historique en simple fournisseur secondaire, contraint de se battre pour des marchés de moindre importance? La plus vaste infrastructure énergétique du monde risque-t-elle véritablement de se retrouver, dans quelques années, largement inutilisée? Et surtout, quelles seraient les conséquences réelles pour l'Amérique elle-même, pour son économie, pour ses citoyens ordinaires? Parce que si les exportations chutent, si la demande extérieure s'évapore, alors les revenus s'effondrent également, et les tensions internes s'intensifient inévitablement. Combien de temps un système entièrement bâti sur la conviction que le dollar serait éternel pourra-t-il encore tenir face à cette érosion méthodique? Allons plus loin encore, parce que ce qui se déroule aujourd'hui sur le marché énergétique mondial dépasse très largement la simple question du pétrole en tant que matière première. Ce n'est plus une histoire de barils et de pétroliers. C'est une histoire de pouvoir, de monnaie,
Une bataille pour déterminer qui écrira les règles du jeu au cours des prochaines décennies. Pendant des années, l'Amérique a considéré que le dollar représentait un centre incontestable, un point de passage obligé pour tous les règlements internationaux. Mais que se passe-t-il si ce centre lui-même commence à se fissurer dangereusement? Et si le yuan n'était pas simplement une alternative temporaire, mais le nouveau standard en train de s'imposer méthodiquement? Parce que lorsque la Chine signe des contrats dans sa propre monnaie avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, avec la Russie, et désormais avec l'Inde, il ne s'agit plus d'une série d'accords disparates et isolés. Il s'agit de la construction méthodique d'un système parallèle qui, étape par étape, remplace progressivement l'ancien ordre établi. Et chaque nouveau contrat de ce type affaiblit un peu plus le dollar, et par extension, affaiblit un peu plus les leviers de pression traditionnels de Washington. Posons-nous alors une question logique. Qu'adviendra-t-il des alliés historiques des États-Unis, ceux dont les économies entières ont été bâties autour du système financier américain? L'Europe, le Canada, le Japon, pourront-ils réellement ignorer indéfiniment ces nouvelles règles si le commerce mondial venait à basculer massivement vers une autre devise? Déjà aujourd'hui, certaines entreprises européennes testent prudemment des règlements alternatifs au dollar. Que se passera-t-il demain si ces expérimentations deviennent la norme quotidienne? Ne serait-ce pas là un moment véritablement charnière, un point de bascule dont on ne mesurerait la portée qu'après coup? L'Amérique semble aujourd'hui prisonnière de ses propres illusions. À Washington, on continue de parler d'une grande indépendance retrouvée, d'une capacité à s'autosuffire et à dicter ses conditions au reste du monde. Mais la réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire. L'économie chinoise a méthodiquement reprogrammé les chaînes d'approvisionnement mondiales. La Russie a offert ses ressources naturelles à des conditions attractives. Le Moyen-Orient a proposé une stabilité de long terme rassurante. L'Inde et l'Asie du Sud-Est ont consolidé de nouvelles règles du jeu communes. Et la question centrale demeure, lancinante. Où se trouvent réellement les États-Unis dans cette nouvelle configuration mondiale? Ils n'ont pas été exclus officiellement. Ils n'ont pas été bloqués par une décision formelle. On a simplement cessé, progressivement, d'avoir besoin de leurs services. N'est-ce pas là, au fond, la situation la plus inquiétante qui soit? Cela ne ressemble-t-il pas au commencement silencieux d'une nouvelle époque, celle où l'Amérique, pour la première fois depuis des décennies, cesserait d'être le leader incontesté pour devenir un simple observateur extérieur, spectateur impuissant de sa propre marginalisation progressive? Et c'est ici que surgit une question encore plus troublante. Que deviendra l'économie intérieure des États-Unis si le rôle mondial du dollar continue de s'éroder progressivement? Parce que le dollar n'est pas simplement une monnaie parmi d'autres. C'est un instrument de contrôle. C'est la capacité de financer un déficit colossal, de percevoir en quelque sorte un tribut mondial sous la forme de règlements obligatoires transitant par le système américain. Si ces règlements se raréfient, cet avantage unique s'évapore avec eux. Comment alors financer une dette publique aussi vertigineuse? Comment maintenir les programmes sociaux, les dépenses militaires colossales, tout ce mode de vie considéré comme acquis depuis des générations? La société américaine devra-t-elle un jour affronter la réalité d'une monnaie qui n'est plus véritablement mondiale? Tout cela n'appartient plus au registre de la spéculation futuriste. C'est une chaîne d'événements concrets, mesurables, qui se déroule sous nos yeux, en temps réel. Chaque contrat signé en yuan est comme un clou supplémentaire enfoncé dans le cercueil de la domination énergétique américaine. Chaque pays qui choisit une alternative rend ce processus un peu plus irréversible. Imaginons maintenant les conséquences géopolitiques concrètes de tout cela. Si l'Amérique ne peut plus exercer de pression par le biais du dollar et du pétrole, quels instruments lui restera-t-il réellement? Ses bases militaires? Mais comment employer utilement une armée, là où les décisions se prennent désormais autour de contrats commerciaux, plutôt que sur des théâtres d'opérations? Les sanctions? Mais à quoi bon les imposer, si elles peuvent être systématiquement contournées grâce à de nouveaux systèmes de règlements financiers parallèles? L'influence exercée par le biais des alliances traditionnelles? Mais que faire si même ses alliés les plus proches se mettent, eux aussi, à chercher des alternatives motivées par leur propre intérêt économique immédiat? Tout cela dessine un tableau particulièrement inquiétant. Washington peut continuer à afficher une posture de puissance, mais une puissance dépourvue d'instruments concrets pour l'exercer se réduit rapidement à une simple posture rhétorique, vide de substance réelle.
Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Nous vivons actuellement l'émergence d'un ordre mondial radicalement différent. Et ce qui apparaît aux yeux des États-Unis comme une crise passagère, un simple accroc conjoncturel, représente pour le reste du monde une opportunité historique de s'émanciper. S'émanciper d'une dépendance structurelle, d'un contrôle exercé depuis des décennies, de menaces devenues presque routinières. Mais l'Amérique est-elle réellement disposée à reconnaître cette réalité en face? Ou continuera-t-elle, jusqu'au dernier moment, à faire semblant que rien de significatif ne se produit, jusqu'à ce que la réalité finisse par la submerger sous une vague qu'elle ne pourra plus contenir ni inverser? Ce basculement énergétique ne se résume pas à une simple querelle bilatérale entre deux grandes puissances. Il s'étend désormais à des régions entières qui, historiquement, semblaient totalement acquises à l'influence occidentale. Prenons l'exemple de l'Amérique latine. Ce continent, longtemps considéré comme une chasse gardée sécurisée pour Washington, voit aujourd'hui le Brésil, l'Argentine et le Venezuela multiplier les discussions avec la Chine et l'Inde concernant des livraisons de pétrole et de gaz réglées en dehors du circuit du dollar. Et si demain les BRICS ne se limitaient plus à un simple regroupement économique symbolique, mais devenaient un véritable bloc énergétique capable de peser directement sur les prix et sur les conditions monétaires mondiales? Prenons également l'exemple de l'Afrique, ce continent extraordinairement riche en ressources naturelles, resté pendant des décennies un terrain de rivalité d'influence entre grandes puissances. Aujourd'hui, c'est précisément la Chine qui investit massivement dans les infrastructures africaines, construisant des ports en eau profonde, des pipelines transcontinentaux, des centrales électriques entières. Ces investissements consolident non seulement des liens économiques durables, mais également des liens monétaires directs. De plus en plus de transactions s'indexent explicitement sur le yuan. L'Afrique, qui regardait traditionnellement vers les États-Unis et vers l'Europe, se tourne aujourd'hui de plus en plus résolument vers l'Est. Les États-Unis seront-ils réellement capables de rivaliser avec un tel volume d'investissement soutenu et méthodique? Il y a également une dimension technologique fondamentale à ne surtout pas négliger. Il ne s'agit plus uniquement de pétrole en tant que matière première brute. La Chine construit méthodiquement des chaînes complètes de transformation, modernise ses raffineries, investit massivement dans l'industrie chimique, dans le but explicite de contrôler non seulement l'extraction, mais également l'ensemble des produits finis dérivés. Les États-Unis, quant à eux, semblent miser essentiellement sur des acquis passés, s'appuyant sur des infrastructures anciennes qui deviennent rapidement obsolètes face à cette nouvelle donne. Or, dans l'économie du XXIe siècle, la victoire n'appartient pas nécessairement à celui qui extrait le plus grand volume de pétrole brut, mais bien à celui qui contrôle l'intégralité de la chaîne, depuis l'extraction jusqu'à la transformation et la commercialisation finale. Les États-Unis auraient-ils, sans s'en rendre pleinement compte, complètement négligé cette dimension stratégique pourtant décisive? Et enfin, se pose la question stratégique ultime, celle qui surplombe toutes les autres. Quel sera réellement l'avenir du dollar dans ce contexte? Si la part des contrats pétroliers réglés en yuan, en roupies ou en dirhams continue de croître à ce rythme, le dollar finira inévitablement par perdre son statut de monnaie de référence incontestée dans le secteur énergétique mondial. Et cela signifierait, très concrètement, que les États-Unis ne pourraient plus financer aussi facilement leurs dépenses colossales grâce à la demande mondiale structurelle pour leur propre monnaie. Imaginez un instant les conséquences réelles d'un tel basculement. Une dette intérieure qui continue de croître inexorablement, une économie soumise à des pressions inflationnistes croissantes, des alliés historiques qui ne voient plus l'intérêt de conserver massivement leurs réserves en dollars. Est-ce que cette dynamique pourrait, à terme, précipiter une crise financière d'ampleur directement sur le sol américain? Toutes ces questions restent aujourd'hui sans réponse définitive. Mais une chose apparaît de plus en plus clairement à mesure que les mois passent. Nous sommes les témoins directs d'un moment charnière, d'une bascule historique. L'Amérique risque de se retrouver dans une position qu'elle n'a jamais connue auparavant dans toute son histoire moderne. Non pas la position d'un pays formellement exclu ou sanctionné, mais celle d'un pays tout simplement remplacé, méthodiquement, silencieusement, par des acteurs plus flexibles, plus prévisibles, plus disposés à construire des partenariats durables sans conditions politiques imprévisibles. Et cette forme de marginalisation progressive
sans confrontation directe, sans bruit de bottes ni déclaration de rupture officielle, est peut-être infiniment plus redoutable que n'importe quel conflit ouvert et déclaré. Alors la question demeure, entière, suspendue au-dessus de nous comme une ombre grandissante. Corpus Christi retrouvera-t-il un jour ses fils de pétrolier, ou restera-t-il le symbole silencieux d'une puissance qui a cru que la domination pouvait durer éternellement, sans jamais avoir à se réinventer? Les prochains mois nous diront si Washington trouve encore les moyens de renverser cette dynamique, ou si le monde a déjà, discrètement mais irrévocablement, tourné la page.